Bonjour et bienvenue au WebTech SCS IA Défense et Sécurité. Nous attendons quelques secondes que différents inscrits se connectent, ainsi que les speakers. Merci de votre patience. Rebonjour, bienvenue à ce WebTech SCS qui va durer 1 heure, je pense, avec 4 experts, 4 lauréats, pour être précis, des challenges IA BPI nationaux. Alors, certains de ces challenges ont démarré en 2019, 2020, et d'autres sont toujours en cours et ne sont pas encore terminés. Vous allez voir que l'écosystème IA de SCS est riche, vaste, et puis va géographiquement donc de Sophia Antipolis jusqu'à Montpellier, donc couvre aussi l'Occitanie, le Grand Sud, et il répond parfaitement aux défis lancés, aux défis nationaux, lancés par des donneurs d'ordre, des grands acteurs du marché défense-sécurité. Alors, voilà l'agenda. On va commencer donc par Euranova, qui va nous faire un retour d'expérience sur son projet en cours, qui n'est pas terminé, qui devrait se terminer cet été. Donc, dans le cadre de ces Challenge IA, je rappelle, qui est un dispositif qui a été initié en 2019, où SCS et SAFE ont gagné cet appel d'offres pour orchestrer 10 challenges sur la thématique de l'IA et dans le marché défense et sécurité. Nous avons, avec SAFE, orchestré jusqu'à présent 9 challenges, donc bien sûr, le Next Robotics qui est en cours, et il y en a encore un autre. Je vais vous présenter une slide avec la DGA comme sponsor. Et nous allons vous présenter aussi un aperçu de l'écosystème IA chez SCS. Bien sûr, vous allez avoir 4 experts, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y en a à peu près 80 autres. Vous voyez qu'ils sont experts, bien sûr, dans les différentes technologies de l'IA, deep learning, traitement du langage naturel, vision et reconnaissance des formes, mais aussi dans le domaine hardware, dans le domaine avec une architecture hardware, qui permet d'ailleurs du edge computing, dans la gestion de données et les séries temporelles, on le verra d'ailleurs avec ESACO aussi. Et ça représente aussi beaucoup de projets de R&D financés depuis la création du pôle et beaucoup de startups et de PME. Mais si on parle d'innovation, on parle aussi bien sûr des laboratoires de recherche. Nous avons cartographié finement dans un catalogue qui est disponible bien sûr pour tout membre SCS 14 laboratoires qui représentent donc 42 équipes de recherche alors seulement sur la région PACA. On fera le travail sur la région Occitanie dans les mois qui viennent, puisque nous nous rapprochons de Optitech, si vous savez ou pas. Nous étendons notre périmètre géographique à l'Occitanie, et donc Toulouse et Montpellier sont concernés. Et donc, vous voyez là, les laboratoires de recherche avec une mention spéciale aux 2 plus gros laboratoires d'IA, qui sont le LIS de Aix-Marseille Université, donc, à Marseille, et puis l'INRIA à Sophia Antipolis, donc dans les Alpes. Et bien sûr, là, je n'ai mentionné que les chercheurs, je n'ai pas mentionné les postdocs et les docteurs avec, on va dire, non permanents, et il y en a à peu près 300 également. Donc, on peut doubler le nombre de chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle en région PACA. Mais c'est aussi des formations qui permettent de former vos collaborateurs, vos équipes, que l'IA est une technologie diffusante qui apporte de la valeur partout. Et donc, vous voyez ici aussi un gros pôle de formation, bien sûr, dans les Alpes-Maritimes, notamment de 3 IA, très actifs et très efficaces, je dois dire, pour cartographier finement et faire émerger, donner de la visibilité aussi à différentes formations initiales ou pas, continues également, et je dirais de Bac+3 à Bac+5, nous sommes arrêtés là. Et nous travaillons aussi, bien sûr, avec le 3IA pour, je dirais, booster la recherche, le transfert de technologies et le projet, notamment dans les
3 thématiques du 3IA Côte d'Azur, hein, qui est donc de santé, biotech et territoire Smart City. Voilà, puis vous voyez l'évolution des projets depuis 2019, pour 2019, parce que c'est ce qu'on appelle la phase 4 des pôles. Hein, c'est une période où nous avons été audités, jugés, labellisés. Et donc vous voyez le nombre de projets IA a bien été boosté, hein, en 4 ans, avec bien sûr la partie R&D et subventions. Voilà, donc un petit aperçu sur le projet, donc avec ESACO, vous voyez à gauche, dont Julien, CTO et cofondateur, va nous faire part tout à l'heure. Donc un challenge avec l'Association nationale des fréquences. Alors ça n'est pas un donneur d'ordre défense et sécurité au sens propre, hein, mais c'est dans le domaine sécurité au sens large. Et là, je vous les présente dans l'ordre, hein, c'était 2019-2020. La vague 2, c'était plutôt 2020-2021. Donc là, on va avoir un aperçu avec Videtix, hein, qui va nous présenter son projet avec Nexter Robotics, projet qui est également terminé, et également Numalis, qui va nous présenter son projet avec le missilier MBDA. Et puis, donc, je vous disais Oranova, qui va commencer d'ailleurs avec son projet avec Nexter Robotics, qui s'appelle Challenge Localize Me. Et je rappelle, donc, c'est Challenge IA. C'est une success story pour SCS. Hein, c'est jusqu'à présent 9 sponsors accompagnés. Hein, vous voyez, MBDA, Thales, la DGR, etc. Mais c'est aussi 9 startups financées, parce qu'effectivement, elles ont bénéficié de subventions, plutôt rares de nos jours, pour justement relever le challenge de ces challenges. Je dirais l'innovation technologique est forte. C'est une marche assez haute, et donc on peut les remercier et les féliciter pour ces challenges. Alors voilà, Guillaume Stemfeld, vous voyez, co-directeur de Oranova, qui va présenter un retour d'expérience sur son challenge. Ensuite, c'est Julien, CTO et cofondateur de ESACO, qui nous présentera son challenge avec l'Association nationale des fréquences. Arnaud Iwolalen, il y a une erreur également, je suis désolée Arnaud, CEO de Numalis, qui est basé donc à Montpellier, et Alain Ferbach, CEO de Videtix, qui est basé à Sophia Antipolis. Je vais te passer la parole, Guillaume. Ouais, allez. Est-ce que vous avez allumé toutes vos caméras déjà? Je ne sais pas. J'ai ma caméra. Dis-moi si tu vois mes slides. Ok. Bonjour Arnaud. Tu as pu modifier ton nom, c'est parfait. Yes. Et donc, Julien et Alan vont nous rejoindre dans quelques minutes. Je te désigne présentateur, Guillaume. Ouais. Hop. Alors, est-ce que c'est bon au niveau slide? Oui, pour moi, c'est parfait. Allez, parfait. On y va. Je vais donc faire un petit retour d'expérience sur le challenge Localize Me, hein, qui est un challenge, comme disait Fabienne, qui est encore en cours et qui finira au mois de juillet 2024. Je vais commencer par une présentation très rapide d'Euranova. Donc, Euranova, nous, on est une société spécialisée en data. On fait à la fois du conseil, on a un centre R&D et on fait de l'incubation de produits, et on a une expertise qui est vraiment positionnée sur toute la chaîne de valeur de la donnée, donc à la fois sur la stratégie data des entreprises, sur l'implémentation d'algo de machine learning et de data science, sur le DevOps, sur de la data governance. Donc c'est très large comme expertise. L'entreprise est d'origine belge, donc la maison mère de Ranova est en Belgique, et on a deux autres sites en Tunisie et à Marseille. Et donc c'est à Marseille que se fait ce challenge avec Nexter Robotics, où on a une équipe depuis 2017 qui est aujourd'hui d'une vingtaine de personnes. Voilà. Alors, le challenge en soi. Donc, c'est un challenge qui est sponsorisé par Nexter Robotics, qui est la branche robot de Nexter Systems, qui a démarré courant 2023. Et l'idée, donc, c'est de travailler sur le petit robot, le gros robot qu'on voit à gauche, qui s'appelle Ultro, qui est un robot alors multifonction, mais qui pour l'instant est plutôt dans un premier temps envisagé comme une mule, donc un robot de transport. Et donc l'objectif, c'est de travailler sur la lutte contre le brouillage GPS pour ce robot. Donc en cas d'attaque sur le GPS, on va chercher un autre moyen de localiser le robot, et on va le faire à l'aide des caméras qui sont
qui sont sur celui-ci. Donc l'idée générale du process, en fait, c'est qu'on va avoir une image aérienne de la scène qui sera soit capturée par satellite, soit par un drone. Le robot recevra cette image aérienne avant son déploiement, et ensuite, une fois déployé, le robot va parcourir la scène, va, à l'aide de ces 6 caméras, donc il voit à 360 degrés, va, à l'aide de ces 6 caméras, se repositionner sur l'image aérienne. Ça, c'est l'objectif, sachant que l'idée, c'est d'atteindre une localisation qui est à peu près de même qualité que le GPS. Donc ça, c'est très ambitieux. Pourquoi c'est compliqué? Alors déjà, parce que donc, le théâtre d'opération envisagé pour ce robot, c'est du périurbain, donc c'est pas du centre-ville, ce qui fait que on est dans un environnement où il y a finalement peu de points de repère qui permettraient de se repérer à partir de la carte. On n'a pas de bâtiment, on n'a pas de marquage sur la chaussée, donc c'est déjà une complexité en soi. Cet environnement périurbain. La donnée est rare, donc le sponsor ne dispose pas de données réelles, il peut nous fournir quelques données synthétiques, mais pas beaucoup. Et les données publiques sont essentiellement orientées automobiles et donc sont des données routières dans des environnements urbains. Et comme je disais, on cherche une géolocalisation qui est relativement fine et qui doit être intégrée sur le robot. Donc on a un compromis en fait entre la précision, la latence et les contraintes de consommation. Voilà, là, c'est vraiment les deux types d'images qu'on est censé traiter. Donc, celle aérienne qui est capturée en amont et puis l'image capturée par le robot lors de son déplacement. Alors, pourquoi Euranova a choisi de participer à ce challenge IA? Donc, premièrement, parce que on a développé à Marseille depuis l'installation de Euranova une expertise en deep learning pour la vision, donc originellement plutôt sur l'imagerie médicale, mais on va maintenant au-delà de ce domaine-là. Comme disait Fabienne, c'est des projets qui sont financés et ça nous a permis aussi d'acheter de l'équipement, notamment des GPU, serveurs de calcul. Donc ça, c'était important pour nous aussi de renforcer notre expertise et l'équipement pour la vision. On commence à travailler depuis 2021 en France sur les thématiques défense et sécurité. Ça devient un marché important pour nous. On a 30 à 40% aujourd'hui sur ce marché-là. Donc c'est quelque chose qui forcément nous intéresse et une motivation. Et puis évidemment le sponsor qui est quand même un gros industriel français sur lequel on a pour objectif de mettre en place une relation long terme. On va passer rapidement. Je vais te dire 2 mots à propos de l'algorithme qu'on utilise donc pour la localisation du robot. Donc l'idée, le problème n'est pas trivial. C'est des choses qui sont de l'ordre de la recherche académique encore. Il y a des articles récents qui sont en train de sortir sur ces sujets-là. Donc nous, on s'est basé sur un article qui est sorti en 2023, qui est basé sur du deep learning et sur des réseaux de neurones convolutionnels. Je donne l'idée vraiment en 2 mots. L'objectif, c'est que la représentation numérique de la vue aérienne en un point donné corresponde à la représentation numérique de la vue terrestre au même point. Donc c'est vraiment, on essaye de trouver un espace de représentation où la vue aérienne et la vue terrestre sont représentées de la même manière. Donc voilà, c'est vraiment l'apprentissage d'embedding de réseaux de neurones. Et donc en fait, à l'inférence, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que nous sort l'algorithme? Il nous sort en fait cette carte de chaleur. Donc on peut le voir un petit peu comme une probabilité d'être à un endroit donné. Donc par exemple ici, le robot est en fait au point bleu. L'algorithme juge qu'il est probablement, le plus probablement sur le point rouge et potentiellement avec moins de probabilité sur tous les autres points rouges. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, en termes de résultats, on a une capacité à se positionner, un algorithme sort une position qui est raisonnable. Maintenant, étant donné qu'on a peu de points d'accroche, parce qu'on est justement sur ce urbain et qu'on a que quelques potentiellement bâtiments, des arbres pour se repérer, l'algorithme est assez évident. Donc ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est d'utiliser en fait le fait que on a une séquence d'images et donc d'utiliser la cohérence en fait de la séquence d'images, donc des prédictions successives pour améliorer la précision. Donc aujourd'hui, sur nos données de test, on arrive à avoir une précision de 5 à 10 mètres en termes de localisation. Alors c'est évidemment moins bien qu'un GPS,
mais c'est déjà significatif. L'un des principaux problèmes auxquels on se heurtait, donc, c'est vraiment le besoin de données. L'algo, enfin, ça reste du deep learning, donc on a quand même besoin de données. La donnée est rare. Elle est essentiellement, la donnée publique concerne donc du routier et de l'urbain, qui, on a essayé, hein, mais qui biaise énormément le modèle, parce que en fait, quand on donne que des données routières, l'algorithme va avoir tendance à systématiquement rechercher la chaussée et se positionner sur la chaussée où qu'elle soit. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas utilisable uniquement à la donnée publique. Donc ce qu'on a fait, c'est que on s'est décidé à générer de la donnée. Donc on avait des gens qui utilisaient Blender, et donc on a généré des scènes, et on a généré autour de ces scènes un framework qui nous permet de générer des dizaines, des centaines de milliers d'images par scène, et donc qui nous permettent d'entraîner en fait notre modèle à partir de ces images synthétiques. Alors, synthétiser la donnée, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin de données plus réalistes. Et donc, ce qu'on a fait aussi au sein du projet, c'est qu'on a acheté des drones, on a passé les certifications de brevet de télépilote, on s'est enregistré à la DGAC comme opérateur de drone, et on a commencé à acquérir des scènes réelles. Et donc là, on voit une représentation d'une scène qui a été acquise par un drone. Et à partir de cette scène-là, on est aussi capable de générer des images qui vont nous permettre, alors peut-être pas d'apprendre le modèle, parce que c'est quand même plus lourd, hein, d'acquérir des données. Il faut sortir avec le drone. On a une autonomie d'1h30, donc c'est quand même un process un peu plus lourd. Mais à minima, ça nous permet d'avoir un jeu de données supplémentaire, donc une dizaine de scènes qui vont nous permettre de fine-tuner l'algorithme et surtout de tester dans des conditions réelles. Le deuxième point, alors je vais passer très rapidement dessus, c'est le déploiement de l'algorithme en embarqué. Donc l'idée, c'est quand même que le robot puisse embarquer l'algo. Alors ça reste un gros robot qui a quand même une puissance importante, donc on peut embarquer des devices qui sont importants. Donc on n'a pas une contrainte énorme là-dessus. On doit quand même faire attention à la latence. On doit positionner en une centaine de millisecondes. Donc, il y a quand même des questions d'optimisation des modèles qui rentrent en ligne de compte, notamment en termes de quantisation et de compression. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va travailler dans les mois à venir sur le projet. Voilà. Donc, rapidement pour terminer, on a déjà, nous, d'une certaine manière, rentabilisé la participation au projet, notre investissement sur le projet, puisque la subvention ne couvre qu'une partie des dépenses, parce que nous avons réutilisé la méthodologie et notamment les frameworks de génération et le matériel aussi d'acquisition, hein, notamment les drones, dans un autre projet, donc où le use case est complètement différent, où l'idée c'est de détecter des obstacles pour un véhicule autonome, donc d'estimer la distance en fait de différents objets. Donc on voit, hein, donc là plus c'est noir, et plus on est près, plus c'est jaune, plus on est loin. Et donc d'avoir cet algo de détection d'obstacles. Donc l'algo est différent, mais finalement tout ce qu'on a mis en place en amont sur la génération et l'acquisition de données et en aval sur l'embedding de l'algorithme sur un device qui est le même, en fait, qui est un Orin aussi, c'est quelque chose qu'on a réutilisé. Donc, d'une certaine manière, on a déjà réussi à mettre à profit, nous, ce projet R&D. Et donc, rapidement, hein, bilan, on va dire, allez, une grosse moitié de projet. Donc, nous, l'important, c'est de capitaliser sur la méthodologie et le matériel qu'on a acquis pendant le projet. Donc, notre idée, c'est justement, comme on est capable de produire et d'acquérir de la donnée, ça va nous permettre de déverrouiller potentiellement le développement d'autres use cases comme on a pu le faire sur celui que je viens de montrer. D'augmenter notre capacité à générer, à synthétiser des images via l'IA générative, donc notamment en permettant des modifications des images qu'on synthétise. Donc voilà, comment dire, un genre d'effet de levier finalement sur notre synthèse en faisant, je sais pas, en ajoutant du style ou en ajoutant des détails à des images qui auraient été synthétisées grâce à l'IA générative. Donc ça, c'est un travail qu'on va commencer cette année. Et puis travailler également sur des déploiements sur des cibles qui sont vraiment plus contraintes que celles qu'on a pu voir qu'un TPU, donc des microprocesseurs, des microcontrôleurs, du FPGA. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait avec des algos qui sont plus simples. Hein, d'avoir est-ce qu'on arrive à compresser assez ces algos pour aller sur ces cibles plus contraintes. Bon, voilà Fabienne, les questions, je suppose que ça sera pour après.
Et oui, les questions, c'est pour après. Tout à fait. Merci, merci Guillaume en tout cas. Merci Merci à d'avoir tous. respecté les lignes. Donc on va passer. Vous pouvez poser vos questions, hein, je vous le rappelle dans le menu GoToWebinar, dans le menu oui, GoToWebinar, le module questions que vous participants vous devriez voir. C'est très simple, le chat. Et donc nous accueillons Julien, Julien que l'on voit à l'écran. Bonjour Julien, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien. Super. Donc Je vais voilà essayer de Julien, vous je te dis. partager. Oui, oui. Non, je te désigne présentateur pour que tu puisses partager ton écran et nous faire part de Parfait. ton retour d'expérience sur ce projet pionnier, hein, puisque c'était le premier à être développé, je dirais, de la séquence Challenge IA, donc avec l'Association nationale des fréquences basée également dans la région. Oui, tout à fait. Alors, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui, en particulier pour ce projet NFR, parce que il me tient particulièrement à cœur. Parce que ce que j'aime vraiment dans ce projet, c'est que c'est un grand écart entre un sujet hyper technologique, donc on fait des algos de deep learning, et des utilisateurs qui sont pas du tout experts en IA, qui n'ont pas nécessairement confiance dans l'IA. Et donc réussir ce genre de grand écart, moi, ça me plaît bien. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Oui, tout à fait. Parfait. On va pouvoir commencer. Donc ESACO, on est une société qui est spécialisée en données qui varient dans le temps, donc des données qu'on appelle de type time series. C'est assez spécifique, mais c'est présent partout autour de nous et je vais vous en parler un peu plus tout de suite. Alors pour faire un gros résumé, on a très peu de temps, hein, donc j'ai peut-être aller un peu vite sur les sujets, mais globalement la NFR, donc c'est l'Association française des fréquences radio. Donc c'est pas un sujet de défense, mais c'est un sujet de sécurité parce que vous comprenez bien que être responsable des fréquences radio en France, c'est important et il faut les maintenir pour maintenir la communication. Et donc accessoirement pour eux, là c'était pas le sujet, mais c'est également un sujet de défense parce qu'ils contrôlent aussi les fréquences de défense. Mais toutes les fréquences civiles également, donc ce que vous utilisez en téléphonie mobile en 4G ou en 5G, et puis les diffusions télé et radio. Donc ce challenge à NFR, l'idée c'était vraiment de pouvoir gérer un très grand parc d'antennes et pouvoir détecter des anomalies pour aider les gens qui contrôlent ces antennes à valider leur bon fonctionnement. L'autre raison pour laquelle ce projet me plaît énormément, c'est que vraiment c'est un succès total. Donc la phase de challenge s'est très bien passée. Ça nous a permis d'enclencher une seconde phase ensuite, parce que comme le présentateur précédent le disait, dans ces projets-là, il faut faire extrêmement attention à financer le projet, parce que l'aide est pas totale, et donc il faut qu'on sache faire quelque chose en fait à partir de ce projet-là. Donc là, ça a été le cas, on a fait une seconde phase. Et puis finalement, la NFR nous a acheté une licence, donc comme on fait du développement logiciel, c'est un peu notre objectif. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, alors pour me représenter rapidement, donc je suis Julien Muller, je suis CTO de la société ESACO. ESACO, on est une startup qui est basée dans le sud et à Paris. Donc moi, je suis à Sophia Antipolis, à notre centre principal de R&D. Et donc ce qu'on fait, c'est de l'IA autour des time series. Donc les time series, c'est les données qui varient dans le temps, c'est les données de capteurs et puis aussi des données vibratoires. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus tout de suite après. Donc notre objectif principal, en fait, c'est de développer une série de logiciels qu'on appelle UPALGO et qui permettent d'aider principalement des data scientists, mais pas seulement, à faire des travaux d'IA. Pour parler un peu des use cases qu'on gère, alors là, j'ai essayé de me focaliser un peu sur les sujets du jour. Donc, nous, on offre des solutions technologiques, donc finalement, on n'est pas tellement centré sur des use cases, mais on se rend compte qu'on a des activités qui sont assez sectorisées. Donc, on travaille dans les télécoms, c'est un peu le sujet de la NFR, dans l'industrie, mais aussi dans la défense. Donc, sur la défense et sécurité, j'ai pensé à quelques projets. Donc, en particulier un rapide qu'on vient de finir. Alors là, on est sur de la donnée de son. Donc, c'est de la donnée qui varie dans le temps également, mais qui n'est pas de la série temporelle numérique. Le but, c'était d'améliorer la détection d'anomalies sous-marines. Donc, c'est un rapide avec la DGA. Et puis, des projets un peu différents. Donc, autour de la sécurité, le projet Vascreen a pour objectif de détecter des matières explosives au passage de portique.
Donc ça, c'est utile en aéroport et puis pour tous les transporteurs de colis. Et puis le projet Mesor, qui est un projet en cours, qui lui a pour objectif de détecter la qualité de l'huile d'olive pour que vous achetiez tous bien l'huile d'olive au prix qui correspond à la qualité, et puis qu'il n'y ait pas d'huile d'olive frelatée qui circule en France, ce qui est hélas un peu trop le cas. Et donc vous voyez au centre en fait des exemples de notre solution logicielle. Donc derrière, vous voyez une série temporelle. Donc ça, c'est un outil desktop qui permet de faire de la labellisation de séries temporelles pour enrichir les données. Et puis devant, vous avez une autre solution qui se focalise sur la labellisation de son. Donc le sujet de labellisation, c'est un sujet qui est extrêmement important quand on fait de l'intelligence artificielle, parce qu'il va falloir réussir à valider nos résultats. Quand vous faites de la classification, il vous faut des labels pour faire votre apprentissage. Et puis même en règle générale, si vous faites de la détection d'anomalies, vous voulez pouvoir visualiser vos résultats pour vérifier que vous trouvez bien les bonnes anomalies. Donc là, vous voyez la vue un peu plus détaillée de la solution qui permet de faire de la détection, de la labellisation d'anomalies. On fait aussi de la détection d'anomalies dans un autre produit. Donc je vais juste vous préciser un petit peu ce que c'est des séries temporelles, parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA pour les images, par exemple, comme dans la présentation précédente. Là, le but, c'est de se diriger ou de déplacer un véhicule autonome. Il y a énormément de traitement de données sur de la donnée tabulaire, donc par exemple sur des bases clients, sur de la donnée textuelle. Bon, ça, on en entend beaucoup parler en ce moment, je ne vais pas m'attarder. Et en fait, il y a un parent pauvre qui est la série temporelle. Alors pourquoi c'est un parent pauvre? Parce qu'on a énormément de séries temporelles. Donc toutes les données de capteurs, on peut imaginer le plus simple, c'est un thermomètre qui prend la température d'une pièce régulièrement. On a de plus en plus de machines instrumentées. Et néanmoins, il y a quand même assez peu de projets autour des séries temporelles. Et donc nous, on est vraiment focusé sur ces données-là. Et ça va jusqu'au phénomène vibratoire. Là, on peut être un peu à cheval entre le son et de la donnée numérique ou symbolique, et puis aller jusqu'à la donnée de son, pour lesquels on développe des algorithmes de détection d'anomalies. Alors, pourquoi en fait c'est extrêmement dur d'analyser des séries temporelles? D'abord, comme je vous le disais, dans mes exemples, la donnée temporelle, c'est de la donnée qui est souvent générée par des machines, donc des très gros volumes, sur des fréquences qui peuvent être de plus en plus grandes. Donc, quand on a de la donnée générée, surtout sur des phénomènes vibratoires, par exemple, on est souvent entre 10 et 100 kHz de données. Donc, c'est énormément de données. Et puis, il y a un gros sujet de faux positifs dans les séries temporelles, parce qu'en général, quand je montre une anomalie à un client, il est capable de constater effectivement que c'est une anomalie. Mais quand je lui demande si dans le reste de son dataset, il y a d'autres anomalies, c'est extrêmement dur pour lui de répondre, parce qu'il faudrait parcourir l'ensemble du dataset pour garantir ça. Et donc, c'est des phases qui sont beaucoup plus difficiles que sur de l'analyse d'image, par exemple, où il suffit de visualiser l'image et d'avoir sa réponse. Donc, pour se recentrer sur le cas de la NFR, on avait à disposition plus de 70 000 sites d'émissions radio. Et la capacité de la NFR à contrôler est assez limitée. Elle dépend du nombre de contrôleurs. Et donc, il réalise un peu plus de 3000 contrôles par an. Et donc, on voit qu'il y a un immense écart entre le nombre de sites à contrôler et la capacité de contrôle effective. Et puis, pour aller un peu plus loin, en fait, pour vous situer, les contrôleurs, c'est des gens qui montent en haut des antennes radio pour faire des réparations. Ce n'est pas des gens qui sont vraiment habitués au sujet d'IA. Par contre, ils sont vraiment experts dans les pannes et les anomalies de leurs données. Et donc ça fait un super terrain de travail pour faire de l'IA. Donc la proposition qu'on a fait, c'est de se concentrer sur les connaissances des utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de types d'anomalies ou de dysfonctionnements connus. Et pour chaque type de dysfonctionnement, une dizaine, on a développé des algorithmes de deep learning pour pouvoir
prédire le fait qu'il y a une panne sur un site en particulier. Et donc ça, une fois agrégé, ça nous permet de recommander de scorer des sites plutôt que d'autres à aller visiter. Et en fait, en cours de projet, on s'est rendu compte que pour avoir l'engagement des utilisateurs, des contrôleurs, pour qu'il y ait une réelle utilité, il fallait rentrer dans leur mode de pensée. Et eux, comme ils font des contrôles, ils vont sur des sites faire des contrôles. Donc la veille d'un contrôle, ils se disent, bah tiens, dans quelle région je vais aller demain? Ils essaient de situer des sites qui sont à proximité pour pouvoir faire 2 ou 3 contrôles dans la journée. Ou par exemple, s'ils sont sur un site et qu'ils détectent des anomalies, qu'ils puissent visualiser qu'il y a un site à moins d'1 kilomètre qui est également en anomalie. Donc peut-être qu'il y a des interférences entre les 2 sites. Et donc voilà ce que je disais en introduction, là c'est très visible. C'est que d'un côté, on a su faire une interface graphique qui est utilisable pour la préparation du contrôle, pour se dire tiens, je vais dans tel coin, je vais essayer d'aller sur ce site-là et celui-là. Et puis une capacité sur place de sortir son téléphone portable et de se dire bah tiens, là je viens de finir un contrôle, sur le chemin du retour, je pourrais faire un petit détour pour aller contrôler cet autre site. Avec dans l'idée que nous, on veut faire des contrôles à succès pour engager le contrôleur. On ne veut plus que le contrôleur aille faire des contrôles de site au hasard ou juste parce que c'est sur le chemin, et que finalement il fasse des contrôles inutiles dans le sens où tout se passe bien. Alors donc le résultat, on est extrêmement content. Ce qui a amené le projet à continuer en fait, c'est que les contrôleurs ont effectivement constaté qu'il y avait une réelle amélioration de leur contrôle. Donc eux, ils ont amélioré leur propre KPI de succès, et puis très peu de faux positifs. En fait, ce qu'on a vraiment essayé d'éviter, c'est le fait que un contrôleur aille sur un site, qu'on lui dise là, on est vraiment sûr qu'il y a tel et tel type d'anomalie, et puis que sur place, il ne les constate pas, parce que ça aurait enlevé sa confiance dans l'outil, et puis ça leur aurait détourné ses nouvelles technologies, et il serait retourné vers ses méthodes habituelles. Et donc là-dessus, vraiment, on est content parce que engager l'utilisateur sur un constat réel et sur les KPI projet, le fait que tout ça soit aligné, ça fait qu'il y a une certaine confiance qui se crée. Alors, si vous voulez nous contacter ou si vous voulez discuter de ces sujets, il ne faut pas que vous hésitiez à contacter Bora ou moi-même. Donc, il y a nos contacts qui sont à disposition. Moi, je suis CTO et Bora est CEO de la société. Merci beaucoup, merci Julien. Nous allons passer donc au projet avec Numalis et le sponsor MBDA. Arnaud, tu es là, on t'a vu. Je vais te donner le mode présentateur. Pour toutes les questions pour le projet donc avec Julien de ESACO ou le projet avec Guillaume de Ranova, vous pouvez poser vos questions, je le rappelle, mais elles seront traitées à la fin des 4 interventions. Ok, donc normalement là vous m'entendez. Puis normalement le mode pour montrer ton écran. Ça y est, oui, c'est bon, c'est arrivé. C'était pas encore affiché. Donc là normalement vous voyez mon écran. Oui, oui, tout à fait. Projet Valéria sur la super. Bouger un peu, je vois que le soleil de Montpellier est en train de taper. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Arnaud Yolalen, je suis le PDG et le cofondateur de Numalis. Et je vais vous parler un petit peu donc du challenge qu'on a réalisé avec MBDA qui s'appelait le Valéria, qui est terminé maintenant, qui nous a bien occupé, qui a eu plusieurs retombées que je vous détaillerai un peu à la suite, quoi. Alors, ça passe pas. Pour vous faire un brin de contexte hyper général, donc MBDA c'est un fabricant de missiles. Aujourd'hui, MBDA n'intègre pas de technologie d'intelligence artificielle directement dans ses produits parce qu'il y a une grosse question de confiance dans l'IA qui se pose, à savoir est-ce que je peux garantir que mon IA va bien marcher, qu'elle est au bon niveau de sécurité, de sûreté de fonctionnement, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de bonne réponse standardisée qui peut s'appliquer dans n'importe quelle industrie, et particulièrement dans l'industrie de défense. Pour autant, ce sont des sujets qui les intéressent parce qu'ils sentent bien que dans les années qui viennent, dans la décennie qui arrive, on va certainement y arriver. Et donc, il faut commencer à se positionner. Et donc, dans leur réflexion stratégique, ils se disent
Aujourd'hui, je suis fabricant de systèmes. Mes systèmes, ils intègrent par exemple des autoguideurs, des caméras, des choses comme ça pour détecter des objectifs que je dois trouver pour aller ensuite les intersecter. Donc la chaîne classique, c'est j'ai un carrier qui porte une caméra, qui doit trouver sa cible. Et ce qu'on peut s'imaginer, c'est de dire, OK, bah, cette cible, aujourd'hui, je vais la détecter avec des algorithmes non IA, déterministes, traitement d'image, des choses comme ça. Demain, est-ce que je peux utiliser les technologies typiquement de deep learning ou d'autres choses dans le machine learning comme les supports vector machine et avoir confiance là-dedans? Et donc ça, le challenge Valeria, ça s'articulait autour de, voilà, on va dire, de cette question-là. Alors, je vous rassure, évidemment, on n'a pas travaillé sur des vrais systèmes qui seraient dans des missiles, ni sur des vraies données militaires, mais ça vous donne un peu la perspective qu'on pourrait imaginer beaucoup plus tard, une fois qu'on aura fiabilisé ces systèmes suffisamment. Et alors, pourquoi on a ce problème-là dans le domaine de l'intelligence artificielle et pas dans les autres secteurs? Eh bien, parce que globalement, les systèmes d'IA ont des comportements qui ne sont pas forcément faciles à prédire, qui peuvent être parfois inattendus, parfois un peu contraires à ce qu'on aimerait avoir, mais par contre, ils sont très performants sur certains problèmes. Et quand on design des systèmes un peu critiques, la question numéro 1, c'est de dire, est-ce que mon système il va rester dans la spécification, la zone sûre que je me suis donnée et sur laquelle je dois garantir à mon client final que mon système va rester. Et en général, quand on design des systèmes non IA, on a des processus, on a des méthodes pour s'assurer de ça. Et on va reposer ça sur du test, sur de la preuve, il y a plusieurs techniques. Et une des techniques classiques, ça va être de dire, bah, je vais définir l'ensemble de mes entrées possibles et je vais faire un tirage statistique à l'intérieur. Et je vais m'assurer que je vais bien couvrir à peu près partout mon espace. Et donc, si tout reste dans la zone verte, eh ben, je suis content, mon système, il est sûr. Il correspond bien à ma spec. Le problème de l'IA, c'est que, en général, les domaines d'entrée qu'on a sont très, très, très larges. La dimensionnalité de ces espaces sont très grandes. Et donc, on a du mal à se dire comment je vais échantillonner là-dedans parce que je risque d'y passer un petit peu l'infinité du temps, quoi. Alors, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que, étant donné leur comportement, on ne saurait pas bien dire à l'avance où est-ce qu'il faut échantillonner pour être sûr qu'ils ne vont pas faire de bêtises, parce que ça peut arriver un peu n'importe où. Et on n'a pas aujourd'hui de techno qui disent bah, les points de vulnérabilité, ils seront ici et là, et donc allez échantillonner par là pour vous assurer que ça se passe bien. Donc, on ne peut pas échantillonner exhaustivement, on ne peut pas non plus couvrir l'espace facilement non plus. On ne sait pas forcément dire où est-ce qu'il faut aller échantillonner du mieux qu'on peut. Et donc, on a un risque que, eh bien, on rate des comportements du système. Donc, ce serait le comportement bleu. Et bien, potentiellement, ce comportement bleu, de temps en temps, il va aller dans des endroits qu'il ne faut pas. Et, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas le voir avec mon échantillonnage statistique où j'ai tiré des points un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est la problématique générale qu'on se pose quand on veut valider le système d'IA, c'est bah, comment je peux essayer quand même de garantir tout ça et arriver à quelque chose de sérieux. Alors c'est là où nous on intervient et c'est ce qui a séduit MBDA, c'est que nous on vient avec une méthodologie et une techno qui est à base de méthodes formelles. Et nous en fait on sait calculer ce qu'on appelle des enveloppes de fonctionnement de système. C'est-à-dire que le vrai système, voilà, il a un comportement très bizarre, biscornu, etc. Il est très dur à calculer. Bah, nous, on sait calculer des choses qui sont en fait des approximations de ça, qui sont sound, c'est-à-dire qu'on contient bien le système à l'intérieur, mais qui sont beaucoup plus rapides à calculer. Et donc ça, c'est typiquement l'enveloppe verte que vous voyez ici, qui est beaucoup plus, vous voyez, on va dire, avec beaucoup moins de détails que la forme bleue, mais qui contient la forme bleue. Et si ma forme verte, eh bien, elle est dans ma zone safe, bah, du coup, ma bleue aussi, donc j'ai gagné. Donc ça, c'est un peu ce qu'on sait faire nous à Numalis. Et donc, on leur avait proposé de travailler avec ce genre de méthodologie pour essayer de dire, bah, OK, essayons de voir si on peut contenir le comportement du système et vérifier s'il est ou pas dans la zone verte ou s'il déborde. Donc avec ça, on peut travailler sur deux piliers de la confiance dans l'IA qui sont la robustesse. Donc est-ce que mon système fait bien ce qu'il est censé faire? Et l'explicabilité. Est-ce que mon système il fait bien les bonnes choses pour les bonnes raisons? Est-ce que je peux justifier son comportement par rapport à ce qu'il fait?
Alors aujourd'hui, Numalis, pour juste en rapide, on est une vingtaine de personnes, principalement des ingénieurs, hein, c'est une grosse équipe de tech, d'où le niveau de barbe ambiant dans les bureaux. En méthode formelle, on fait ça c'est de la recherche qui aboutit depuis, c'est plus de 20 ans de recherche qu'on industrialise. Et on fait aussi de la standardisation parce que avec MBDA, très tôt, on s'est rendu compte que c'est bien d'avoir des outils, mais sauf que si on ne sait pas comment on les déploie dans l'industrie, avec des standards qui définissent le cadre d'emploi, les exigences, la documentation, etc., on a un problème. Donc on est aussi acteur maintenant de la standardisation des IA et on définit, notamment avec MBDA, mais aussi avec d'autres industriels, comment on souhaite pouvoir valider, documenter, prouver qu'une IA, elle est bien fiable, elle est bien robuste, elle est bien explicable. Et on fait ça, alors pas qu'avec MBDA, mais aussi avec plein d'autres acteurs. Vous voyez ici, je ne les ai pas tous mis, vous voyez, c'est très aéro, ferro, donc des choses un petit peu embarquées et critiques qu'il ne faut pas que ça plante. Alors maintenant, je reviens sur ma problématique. Donc, je vous ai dit, on veut faire un peu du traitement d'image, c'est de la haute dimensionnalité, on a du mal à se représenter l'espace même dans lequel le système va opérer. C'est-à-dire que si une image elle est composée de 100 000 pixels, vous avez un espace à 100 000 dimensions. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais au-delà de 3 ou 4 dimensions, j'ai un peu du mal à visualiser les choses dans mon esprit. Et donc, une des premières tâches qu'on avait dans ce programme-là, c'était de dire, OK, est-ce que je peux transférer quelque chose qui est des milliers d'images en une représentation que mentalement, moi, j'arrive à comprendre petit humain avec ses limitations. Et donc ça, c'est un premier travail qu'on a récupéré. Alors ça, il y a des choses qui existent, qui permettent de projeter un espace en 2 dimensions pour essayer de dire ce qui se ressemble devrait être proche dans cet espace. Donc chaque pâté bleu, vert, jaune, en gros, c'est des images qui sont censées être pas très différentes les unes des autres. Donc ça permet déjà d'avoir une espèce de mapping. Donc on a ça, donc ça c'est des vraies données qu'on a exportées depuis les travaux qu'on a fait. Donc on était parti d'un système qui avait des dizaines de milliers d'images en base de données, en une représentation comme ça où on avait réussi à étaler et à rapprocher les points qui avaient du sens. Alors ça ne vous dit pas si le système il est robuste ou s'il va sortir de sa spécification encore. Ça vous permet juste déjà de dire ok, j'ai 10 000 images en haute dimension, maintenant j'ai 10 000 points en basse dimension, c'est déjà mieux. Ensuite, on a travaillé sur la robustesse de chacun de ces points. C'est-à-dire, on a dit, OK, au voisinage de ces points, est-ce que je peux garantir que mon système, il fait bien ce qu'il est censé faire et jusqu'où il le fait bien? Et donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est que plus les pixels changent de couleur, plus ils sont robustes. Donc, c'est-à-dire plus le système arrive à rester dans la spécification qu'on lui a donnée. Alors, ça reste encore un peu fouillis, on a du mal à voir comment ça va se passer. Et donc, l'étape suivante, c'est d'essayer de généraliser ça. Dire, OK, maintenant, j'ai des points, j'ai mesuré la robustesse autour d'eux. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir étirer ça sur le reste de l'espace pour pouvoir dire, OK, maintenant, visuellement, je comprends. Je me dis, tiens, là, il y a des zones rouges, là, il y a des zones bleues, il y en a une qui est plus robuste que l'autre. Et là où on a été un peu innovant aussi, c'est que derrière, on a dit, OK, mais ça me dit là où j'ai des vulnérabilités, mais est-ce que je peux corriger ça? Et donc là, on fait l'inverse maintenant, c'est qu'on part de là et on dit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois rajouter dans mon dataset pour essayer d'améliorer ça? Donc partir des zones rouges, en gros, typiquement, pour dire les points qui n'ont pas l'air d'aller bien, ils sont comme ça. Maintenant, est-ce que je peux créer des nouveaux points dans mon dataset pour améliorer? Et donc c'est cette mécanique comme ça de transfert vers cet espace de visualisation, puis ensuite de retour, qu'on a permis de tester avec MBDA. Alors pour vous parler un petit peu des retombées que ça a eu, donc concrètement, j'aurais dû mettre un S à retombées. Déjà, on travaille avec eux sur 2 programmes européens qui s'appellent des programmes EDIDP. Alors il n'y en a plus aujourd'hui, mais c'est remplacé par les programmes FED. Et en tant que PME, honnêtement, c'est très appréciable ce genre de programme. Déjà, c'est du financement chiffre d'affaires, c'est pas de la sub. Donc ce qui permet de faire du chiffre d'affaires. On travaille sur des projets assez ambitieux, pluriannuels, donc ça assure quand même du récurrent. Et en gros, on s'accroche, on fait piggyback sur un gros qui porte le projet avec plein de partenaires européens et vous amenez votre brique. Et donc nous, on a pu, grâce un petit peu avec les bonnes relations qu'on a pu construire avec MBDA, monter avec 2 projets où ils étaient eux et où en fait ils nous ont un peu sponsorisés en disant ça serait bien que Numalis vienne avec nous. Donc dans la team France, on va mettre Numalis. Également, on a construit un programme CWITP. Alors l'acronyme est un peu barbare aussi, mais c'est un programme franco-UK
où en fait c'est la DGA et la DSTL qui financent pas via du chiffre d'affaires, c'est de la commande, des études un petit peu disruptives amont pour MBDA autour des sujets de MBDA. Donc en gros, c'est vraiment MBDA qui propose des challenges aussi, mais pour eux-mêmes, financés par la DGA, et vous, en tant que PME, vous pouvez candidater. Et alors, il faut monter un petit consortium quand même, franco-UK, et vous pouvez essayer d'apporter des solutions très innovantes pour résoudre le problème. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous a permis quand même d'avoir, au-delà du challenge BPI, Valeria, d'avoir aussi des revenus qui sont été assurés par ça. Mais surtout, on a une collaboration bilatérale qui continue, où on cherche à avoir une stratégie de convergence technologique. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu que notre techno pouvait leur servir. Maintenant, tout n'est pas encore parfait pour être intégré dans une chaîne de production, parce que il faut qu'ils définissent eux-mêmes la chaîne de production d'IA qu'ils ont envie d'avoir. Et donc, on essaye vraiment d'avancer dans le temps avec eux pour dire, OK, comment on peut exploiter ces résultats qu'on a fait ensemble pour permettre à terme une utilisation à plus grande échelle de la technologie qu'on a déjà en main et qu'on a développée au sein de toute leur business unit. Et ça passe aussi via la coordination dans les standards, donc que je vous évoquais avant, où MBDA aujourd'hui s'implique aussi. Et donc on essaye de défendre avec nos deux sociétés une vision qui pousse des standards qui iraient bien pour le domaine défense et qui permettrait à MBDA de s'appuyer dessus pour utiliser nos technologies. Donc on peut voir que ce genre de programme, quand il se passe bien, vous pouvez vraiment construire du partenariat long terme avec la personne qui a amené le challenge pour construire des relations de confiance, mais aussi de business. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je suis à peu près dans les temps qui avaient été imposés, et je prendrai avec volontiers vos questions. Merci beaucoup Arnaud. Et d'ailleurs, tu peux aussi mentionner peut-être que MBDA est allé plus loin que la collaboration au sein de projets défense, non? Oui, alors après, oui, MBDA est aujourd'hui à notre capitale. Mhm. Donc on a sécurisé aussi ça avec eux, donc ce qui fait qu'il y a eu une convergence à la fois technologique et capitalistique dans UAC. Après, il reste minoritaire, hein, on n'est pas une succursale de MBDA. Je tiens à le dire, on a été indépendant quand on a postulé à ce challenge. Voilà, il faut pas croire que le challenge est réservé à ceux qui sont déjà dans les petits papiers des grands groupes, quoi. Non, mais c'est une belle histoire, une belle issue qui est différente des 8 autres challenges aussi. Donc, c'est bien de le souligner. Merci encore. N'hésitez pas à poser vos questions à Arnaud dans le module questions de votre menu. Nous accueillons maintenant Alan. Alan, je t'ai désigné présentateur. Eh bien, oui, super. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, très bien, super. Donc voilà, un nouveau challenge terminé avec Nexter Robotics, donc le même sponsor que celui d'Oranova, mais c'est un projet terminé avec succès également pour détecter les changements de posture d'une personne depuis les caméras d'un robot. C'est très actuel comme sujet, malheureusement, j'allais dire. Je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc Alan Ferbach, je suis l'un des cofondateurs de la société Vietix. Alors, je vais très rapidement passer sur qui on est. Après, on se concentrera plus sur qu'est-ce qu'on a pu faire avec Nexter et surtout en fait qu'est-ce que ça nous a permis de faire par la suite. Donc Vietix, on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc concrètement, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection. Donc la plupart du temps, on est plutôt sur des caméras qui sont en hauteur, pas forcément des caméras qui sont au niveau des robots. Donc il y a eu justement de l'adaptation à faire. Récemment, on a justement ouvert une joint venture en Côte d'Ivoire, où là, par exemple, actuellement, on est en train de déployer nos solutions pour la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, pour faire de la gestion de foule sur 2 fan zones. Donc pour ceux qui sont amateurs de foot, vous allez voir de quoi je parle. Le constat qu'on a fait et pourquoi on a créé Vietix, c'est qu'il y a énormément de caméras qui sont installées. Donc les collectivités et les entreprises privées ont investi dans des infrastructures, donc des caméras, mais ils ne sont jamais utilisés. En fait, 99% des flux qui sont générés ne sont pas visualisés ni analysés. Donc les collectivités, les entreprises privées, ils dorment sur une donnée qui est extrêmement intéressante à aller un peu fouiller dedans. Et ce qu'on propose, nous, c'est un outil, donc un logiciel qui permet de pouvoir créer des barrières, créer des zones pour avoir vraiment des informations soit statistiques, soit des alertes en temps réel
pour détecter tout comportement anormal. Donc ça, c'était notre proposition de valeur, en tout cas quand on a créé Videtix et quand on a répondu justement à Nexter, on avait du coup une expertise sur du deep learning, donc une sous-branche de l'intelligence artificielle appliquée à l'image qui nous permet de détecter des objets. Donc nous, quand on parle d'objets, ça va être des personnes, des véhicules, voire même des bateaux. Et ce qu'on a pu faire avec Nexter pour aller un peu plus loin, une fois qu'on détecte la personne, le but c'était de détecter son squelette et du coup sa posture. Donc le sujet avec Nexter, c'était en fait de réduire la charge cognitive d'un militaire allié. En fait, quand ils sont en déplacement, donc sur le théâtre d'opération, actuellement, le militaire allié a en fait les yeux sur sa tablette pour pouvoir diriger le robot. Et le but, c'est de pouvoir lui enlever cette charge cognitive-là et que le robot puisse le suivre, mais pas seulement le suivre bêtement, mais comprendre en fait ce que le militaire était en train de faire. Si le militaire il est debout, assis, accroupi ou allongé, ça ne veut pas forcément dire la même chose. S'il s'accroupit ou il est allongé, il est peut-être en train de se mettre à couvert, donc il vaut mieux éviter que le robot le suive de trop proche et va plutôt se reculer. Donc ça, après, c'est toutes les schémas d'action qui a été définis par Nexter. Mais l'objectif, c'était vraiment de comprendre au mieux ce que le militaire allié faisait. Donc, on a été confronté à différents cas qui étaient plus ou moins complexes. Déjà, les militaires sont en tenue de militaire, donc sont justement faits pour pas forcément être facilement détectables. Donc, les algorithmes classiques d'IA, généralement, au début, ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait au niveau de la caméra. Donc, on a dû vraiment faire de l'apprentissage spécifique pour pouvoir être capable de détecter le squelette de la personne et justement dire s'il était debout, assis, accroupi, etc. Donc, on est passé par une phase d'annotation spécifique. Donc, je ne peux pas présenter les données justement des militaires qui étaient en tenue ou autre, mais en tout cas, on a fait un peu l'équivalent sous format Blender pour vraiment avoir une compréhension des différents points en fait qu'on prenait pour pouvoir dire si la personne était dans telle ou telle posture. Donc, c'est un travail qu'on a fait donc en interne, puisqu'on a une équipe d'annoteurs en interne chez nous, et on a travaillé avec les données donc vraiment du client. Donc ça, c'était aussi un des grands points intéressants de ce challenge-là. C'est qu'un, il y avait justement un financement sur la R&D qui était en lien avec notre roadmap, mais il y avait aussi un échange de données, donc qui sont très spécifiques au milieu militaire, mais on verra en fait qu'on a pu aussi, avec ces mêmes algorithmes, aller sur le monde civil et déployer des solutions dans le monde industriel, dans le monde plutôt de la santé et aussi dans le monde de l'événementiel. Donc, je n'ai pas de vidéo de militaires parce que je ne suis pas habilité à vous les montrer, mais par contre, on a fait des vidéos du coup en interne, en agence, on va dire chez nous, où en fait, là, c'est le résultat, donc la détection de personnes, avec aussi en plus le fait de savoir si on a les mains en l'air ou la main gauche ou la main droite qui est levée. Ça a été en fait une évolution du challenge. Une fois qu'on a finalisé le challenge, et Nexter nous a passé commande pour aller plus loin et pour pouvoir aussi guider le robot avec des gestes. Et donc justement, cette notion de main en l'air était importante pour pouvoir guider le robot. Et l'action aussi qu'on a rajoutée en plus, c'est qu'on veut avoir l'orientation du militaire allié, savoir s'il est justement dos à nous, face à nous, ou de 3/4. Ça, c'était aussi important pour comprendre mieux l'environnement en fait autour du robot. Enfin, un autre cas, donc ça c'est la détection de chute qu'on a pu mettre en place, donc plus sur des sites industriels. Je reviendrai très rapidement sur avec quel industriel on a pu travailler. Mais du coup, on a vraiment intégré cette nouvelle algo de recherche dans notre logiciel. Donc ça, c'est le logiciel que vous voyez, donc c'est le logiciel Videtix Perception, qui permet de créer des scénarios. Donc là, en l'occurrence, on vient créer une zone, dire qu'on va être alerté quand quelqu'un est victime d'une chute ou d'un malaise. Donc là, la personne rentre dedans, elle n'est pas alertée. Par contre, du moment qu'on détecte la personne au sol, on vient remonter une alerte. Donc là, c'est les différents cas d'usage qu'on a pu mettre en place. Et au niveau des verticales qu'on a pu déployer, parce que ce qui était aussi surtout demandé, vu que c'était côté défense, c'était il fallait mettre en avant quelle finalité on allait pouvoir faire aussi pour le monde civil. Donc, on a travaillé avec un EHPAD où on fait justement une détection de chute dans un EHPAD à Nancy, grâce justement aux travaux de recherche qui ont été initiés
avec Nexter. On a travaillé avec Suez, où il y a un centre de commandement. Donc, le centre de commandement, c'est une personne qui, en fait, travaille de manière isolée, donc qui est tout seul dans ce centre de commandement, mais qui gère, en fait, une dizaine de sites. Si lui arrive quoi que ce soit, en fait, on n'est pas au courant. Donc, s'il est victime d'un braquage, donc il aura juste, entre guillemets, à mettre les mains en l'air ou à se coucher au sol, suivant ce qu'il est ordonné de faire, mais il n'aura pas à aller déclencher un système, appuyer sur un bouton, ce genre de choses-là, qui pourrait, lui, le mettre en danger. Et s'il est victime d'une chute ou d'un malaise tout seul aussi également, on pourra remonter l'information. Donc ça, c'est avec Suez. Et on a fait un cas aussi de détection de chute avec EDF, où là, il y avait une solution aussi complémentaire qui était la détection du port des EPI. Donc s'il avait bien le casque et le gilet de la bonne couleur, parce que certains gilets étaient de couleur et donnaient une certaine habilitation, on remontait l'information. Et là, il y a quelque chose qui est sorti publiquement il y a quelques jours, que vous avez peut-être dû voir. On va sécuriser les Jeux Olympiques en 2024. Donc ça, c'est via le ministère de l'Intérieur. Et une des fonctionnalités qui était demandée par le ministère de l'Intérieur, c'est détecter des personnes au sol. Bon, c'était une fonction qui était optionnelle, mais vu qu'on a pu travailler en amont dessus, on a répondu et on a été lauréat. Donc on va déployer nos solutions en PACA, Corse, Rhône-Alpes et Dom-Tom, et peut-être aussi un peu sur la région parisienne et le reste de la France, mais on est en rang 2 et rang 3 sur les autres lots. Voilà rapidement sur les cas d'usage. Et un dernier point qu'on a fait avec Nexter, c'est qu'ils nous ont embarqué 2 années de suite sur un challenge qui s'appelle le challenge COHOMA, donc cohabitation homme-machine, où le but c'était de détecter des cubes rouges et remonter des informations à tout un dispositif. Donc il y avait des satellites terrestres, donc les robots en fait qu'on avait l'habitude déjà de travailler avec, mais il y avait aussi des satellites aériens, donc des drones, et on récupérait le flux des drones pour détecter les cubes rouges et après justement faire tout un schéma d'action par la suite. Merci pour votre attention. Merci, une belle retombée, hein, une belle success story aussi pour ce projet. Une collaboration étroite avec Nexter, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander donc à Julien, Guillaume, Arnaud d'ouvrir votre caméra? On va passer à la session questions. Vous voulez bien? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai qu'une pour le moment, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et elle s'adresse à Julien. Julien, tu es avec nous? Oui, tout à fait. Alors, donc c'est pour ESACO, hein. Comment est collectée la base de données pour faire l'estimation d'anomalies? Ah, très bonne question. Alors, il n'y a pas eu de collecte de données qui a été fait spécifiquement pour nous. Donc, on a pris ce qui était à disposition. Et en réalité, ça correspondait à 3 bases de données, donc 2 bases de données de production et une base de données open source, dans laquelle la NFR déclare ses antennes. Et donc, on a dû faire pas mal de data engineering pour pouvoir constituer le set de données qui correspondait à nos apprentissages. Je crois que ça, c'est la réalité de la plupart de nos projets. C'est-à-dire que les projets où il y a une phase de collecte de données, où il y a vraiment du data engineering qui est prévu à l'avance, sont rares. Donc souvent, on se retrouve avec les données qui sont à disposition. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que, alors, dans ce cas, on avait vraiment les bases qui étaient à disposition a priori. Donc ça correspondait pas au format qu'on attendait, c'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais les données étaient là. Et ça, quand on fait des modèles d'IA, c'est quand même très intéressant. Souvent, les données sont pas là, et on lance un projet d'IA un jour, et il faudrait que ce jour-là, on commence à faire des travaux d'IA parallèlement à des travaux de data engineering, et puis finalement, au bout de 6 mois, on fera une collecte de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et la solution, en fait, ça a été évoqué par d'autres intervenants, c'est qu'à un moment, il faut qu'on génère de la donnée. Donc j'ai vu que les gens qui travaillent sur de l'imagerie ont leur méthode de génération de données. Nous, on a des algorithmes aussi pour générer de la donnée de time series. D'accord, ça vous fait réagir peut-être, Alan, Guillaume? Nous, sur la donnée synthétique, c'est vrai qu'il y a un enjeu, notamment par exemple le cas d'usage qu'on a vu avec l'EHPAD, c'est des données qui sont sensibles. Donc là, pour le coup, on n'a pas eu de données du client, mais on a eu des données synthétiques. Donc là, on travaille avec une autre société qui nous génère des données synthétiques qui nous a permis de pouvoir fiabiliser et gagner en robustesse sur nos algorithmes de détection de personnes au sol. Chez Ranova?
Nous, de toute façon, on l'a vu, hein, la donnée synthétique, elle est capitale. Alors, sur des applications vision, c'est des choses qui sont relativement... sur les applications-là, c'est des choses qui sont faisables. Il y a des applications où c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, sur l'imagerie médicale, la donnée synthétique, aller générer une IRM, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc ensuite, quand on peut le faire, on le fait parce que c'est toujours utile d'enrichir nos bases de données. Ensuite, il y a des cas d'usage où ça sera pas possible. Et Arnaud? Pour rebondir là-dessus, oui. Alors, bon, déjà dans le domaine défense, la donnée en général, on n'en a pas. Parce que curieusement, nos compétiteurs stratégiques nous laissent pas prendre sous tous les angles leur matériel. Donc, ils nous permettent pas de créer les bases de données. Sur le sujet de la donnée de synthèse, évidemment, c'est une solution. Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui sorti du domaine visible, donc les images RGB, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques acteurs quand même qui arrivent à générer des trucs un peu exotiques. Notamment, nous, on travaille avec une boîte justement avec MBDA sur ça. C'est eux, ils sont capables de générer des images radar, donc des images SAR ou des images même en infrarouge, en partant vraiment de la physique des matériaux et pas seulement en partant d'un moteur de jeu vidéo, quoi. Parce que le moteur de jeu vidéo, très clairement, il sait pas faire, quoi. Mais alors, c'est des acteurs, voilà, c'est niche, hein, très clairement, comme marché. Et il n'y en a pas beaucoup. Et je rejoins effectivement Guillaume. Générer aujourd'hui des IRM, j'ai pas trouvé d'acteur encore qui serait capable de, à partir de la physique des matériaux, générer une IRM, on va dire, fiable, à partir d'un patient qu'on pourrait appeler un peu fantôme, enfin un truc un peu modélisé, quoi. Ou un espèce de digital twin. Enfin, ça n'existe pas encore. Alors, peut-être que les miracles de l'IA générative vont faire ça. J'y crois pas forcément beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser la question. Est-ce que Alors, vous avez peut-être juste, dit, vas-y, Julien. ouais, juste une seconde pour préciser. Alors, on évoque les données générées. J'imagine qu'on est tous d'accord sur le sujet. C'est pas une finalité en soi. C'est un moyen qu'on utilise pour construire nos modèles, pour les valider. Mais à un moment, il nous faut de la donnée réelle. Et récemment, on a eu plusieurs exemples. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une référence à l'écosystème dans lesquels on a cherché de la donnée réelle. Et en fait, en allant voir d'autres startups, d'autres gens de la région, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des gens qui ont la donnée ou de la donnée utilisable pour notre besoin, même s'ils travaillent dans un autre contexte. Pour rebondir sur le point d'Arnaud, on a eu ce problème de données qui n'étaient pas disponibles parce qu'elle était confidentielle défense, donc on a dû faire des travaux sans la donnée. Et en fait, on s'est rendu compte que d'autres gens avaient de la donnée similaire. Et si elles ont une taille raisonnable, enfin qui correspond à peu près à la nôtre, c'est facile de faire des collaborations. Avec des grosses boîtes, il faut se mettre dans un cadre de projet complexe, mais avec des petites boîtes, c'est beaucoup plus facile d'interagir. Et c'est ce qu'on a vu dans la région, en fait. Je pense à deux cas en particulier. Et puis, il y a aussi les labos de recherche qui, parfois, eux, ont des choses. Donc, je pense qu'il y a une autre piste qui est de trouver la donnée réelle qui est censée être utilisée dans un autre contexte. Ok. Ouais, Vous avez des quitte à questions parler de transfer learning quasiment, quoi. Après, on peut aussi aller là-dedans. C'est vrai qu'il y a tout un pan de recherche là-dessus pour dire voilà, je fais du transfer learning depuis un domaine où j'ai plein de données et après j'ajuste juste vers mon domaine où j'ai que très très peu. Enfin, il y a plein d'idées, il y a plein d'options. Je pense que pas mal de gens autour de la table, à mon avis, auront des, des pistes. C'est un peu ce qu'on fait quand on génère de la donnée synthétique pour apprendre un modèle, hein. On génère de la donnée synthétique et on fine-tune ou on transfère sur la donnée réelle le petit volume de données réelles qu'on a à notre disposition. Ok, donc le transfer learning, vous travaillez tous sur le transfer learning? Oui. Ok. Nous, on travaille à valider ce que les gens ont transféré. nous, on ne fabriquera pas le transfert learning. Par contre, on pourra aider les gens qui en ont fait. Ouais. Parce qu'il y a toutes les études de biais aussi à faire, justement, que ça implique justement tout ce qui est données synthétiques. Ouais. Et donc, en fait, Valise pourrait travailler avec Isaco, nous. Ranova et X pour fiabiliser, éviter les biais de ces données générées. Tout à fait. Dès qu'on travaille avec de la donnée générée, il y a une question de validation ou d'applicabilité dans le contexte réel. Et donc là, on peut imaginer que Numalis serait capable de valider ça. Et de représentativité de la donnée également. C'est-à-dire que est-ce que la donnée générée couvre l'ensemble des cas d'usage qu'on va
qu'on va vouloir tacler avec la donnée réelle. C'est clair. Vous avez plein de projets animalistes, c'est formidable. Ok, merci à tous. Il est 12h06. On a débordé de 5 minutes. Je vous remercie chaleureusement et vivement à tous les 4. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay tout de suite pour les membres SCS et dans un mois seulement pour les non-membres SCS. Ça, c'est la nouveauté de 2024. Et vous voyez les prochains événements. Abonnez-vous. On va parler d'IA aussi et de santé, mais surtout aussi d'IA et comment trouver un business model avec la data en santé. C'est un sujet qui est cher à SCS notamment et Eurobiomed. Nous organisons donc avec le pôle Eurobiomed un événement le 25 janvier, donc c'est jeudi prochain, à l'école des mines de Gardanne, avec 2 tables rondes, une sur la réglementation et une autre, je vous le disais, sur le business model de la data en santé. Nous serons bien sûr au World AI Cannes Festival, donc le salon sur l'IA au Palais des Festivals à Cannes entre le 8 et le 10 février. Nous animerons une table ronde, enfin un atelier le 8 février à 14h et quelques, avec notamment la gendarmerie nationale. Et nous serons également à Marseille au PME DG à Tours, donc organisé avec la DGR et plusieurs pôles partenaires le 15 février. Ça, ce sont les réunions présentielles et puis virtuelles, vous le voyez. Prochain webinaire sur les appels à projets autour du financement de projets. Ça peut être l'occasion, si vous avez des idées suite au témoignage de ces 4 experts et bureaux d'études IA notamment. C'est l'occasion puisqu'il y a pas mal d'appels à projets qui couvrent la thématique IA, mais aussi bien sûr défense accessoirement. Et puis un autre webinaire sur les fonds impact et puis les technologies deep tech numériques et optiques, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans la convergence de ces technologies numériques issues de SCS et optiques et photoniques issues du Optitech. Et donc, c'est beaucoup de débats et beaucoup de réflexions au sein de SCS qui feront l'objet d'une nouvelle feuille de route courant 2024. Voilà, je vous remercie à tous. Il y a une petite dernière question. Non, c'est tout. Merci à tous. Voilà, merci et bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.